Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h à la une de ce journal. Le chef de l'État préside la cérémonie d'ouverture de la banque commerciale de l'Éthiopie. Dans l'actualité internationale, annonce d'un cessez-le-feu après les appels de Kremlin et d'Ankara. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a inauguré ce matin la banque commerciale éthiopienne. Un événement qui souligne l'agrandissement du paysage bancaire et financier djiboutien. Un événement qui traduit la fin du monopole bancaire à Djibouti et révolu. Et c'est depuis l'ouverture de ce secteur en 2006. Cet édifice est un dispositif au service du développement des affaires et du secteur bancaire implanté sous nos yeux avec une stature imposante du fait de son architecture moderne, participe à l'esthétique et à la modernisation du centre-ville. Cette nouvelle entité, véritable symbole de la relation entre Djibouti et l'Éthiopie, va une fois de plus participer au financement des échanges commerciaux de deux pays. Le président, une fois les officiels terminés, a visité ce nouveau locaux avec les membres de son gouvernement. Cet événement a réuni dans l'immédiat, outre la classe politique djiboutienne, les acteurs bancaires et financiers de la banque. Place maintenant au discours officiel. Le gouverneur de la Banque centrale, M. Ahmed Ousmane, a quant à lui souligné que cette inauguration soulignait l'essor actuel et l'attractivité du secteur financier avec la multiplication du nombre d'opérateurs. On écoute. Le contexte de dynamisme économique régional et les forts intérêts communs liant Djibouti et l'Éthiopie, notre grand partenaire stratégique, c'est tout naturellement que la Commercial Bank of Ethiopia a décidé de rétablir sa position sur notre place financière plus d'une décennie d'années après son retrait. Son retour en force apportera, j'en suis convaincu, un élan supplémentaire dans la transformation en cours de notre paysage bancaire et contribuera à relever la saine compétition au sein du secteur pour le plus grand bénéfice de nos consommateurs. Sur un autre plan, l'arrivée de la Commercial Bank of Ethiopia, après les implantations réussies des banques à capitaux régionaux sur notre place financière, longtemps dominée par les banques étrangères, démontre que le continent bouge et que notre région, notamment les COMESA, est particulièrement dynamique. Dans cette démarche vers le développement et la transformation économique, nos deux pays, je vais parler de l'Éthiopie et de Djibouti, dont les destins sont liés, intimement liés, constituent un modèle d'intégration économique réussi dont peuvent s'inspirer
d'autres pays de la région, du COMESA et du continent. Je reste très confiant quant à l'avenir très promoteur de nos deux économies et de la pertinence de nos appartenances au COMESA, qui vise aussi, parmi ses objectifs, la mise en place d'une union monétaire à moyen terme. Dans cette perspective, l'essor actuel et l'attractivité de notre secteur financier, avec la multiplication du nombre d'opérateurs, illustrée encore par l'installation de la Commercial Bank of Ethiopia aujourd'hui, et le développement accentué des activités financières nous permettent de nous outiller solidement pour être en meilleure position concurrentielle pour capter la demande sur le marché bancaire régional et du COMESA. Mesdames et messieurs, à l'instar de notre économie, notre secteur financier connaît, comme je l'ai indiqué, un formidable essor depuis les importantes réformes que nous avons initiées dans les années 2000. Le retour de la Commercial Bank of Ethiopia, qui n'est pas sans lien avec le dynamisme et l'expansion de notre place, porte à 12 le nombre d'établissements bancaires actuellement en activité dans notre pays et nous continuons encore d'instruire de nouvelles demandes d'agrément. Le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Dawale, a fait remarquer que l'inauguration de cet édifice mettait en exergue le dynamisme et l'expansion du secteur financier djiboutien, porté à 12 le nombre d'établissements bancaires actuellement en activité dans notre pays. On l'écoute. C'est un événement naturellement extrêmement important, au-delà de l'accroissement du nombre de banques installées à Djibouti, qui petit à petit confirme sa position de place bancaire régionale, parce que plusieurs banques ont d'ores et déjà été installées, et le retour de la Commercial Bank of Ethiopia complète la panoplie de ces infrastructures qui scellent l'intégration économique et financière de nos deux pays. Je tiens à également attirer votre attention que sous le leadership du président de la République, les deux pays que sont Djibouti et la République fédérale de l'Éthiopie ont réalisé ou sont en train de réaliser un peu plus de 10 milliards de dollars d'investissements communs en additionnant le pipeline gazier qui est actuellement en cours. Donc il n'y a pas lieu de les citer, mais je voudrais profiter de cette occasion pour partager avec les acteurs économiques et financiers ici présents et au-delà avec le grand public les perspectives tracées par le chef de l'État en matière de la finance et du secteur bancaire de notre pays. Vous avez pu constater cette dernière semaine l'installation ou la création d'une institution très importante pour le devenir et le futur de Djibouti, en l'occurrence le Fonds souverain de Djibouti, qui a initié, supervisé et approuvé les conclusions de l'étude d'un fonds souverain par le chef de l'État. Cette institution majeure de financement constitue le premier jalon de la modernisation du secteur bancaire et financier, lequel fonds constitue un véhicule moderne d'investissement et d'épargne intergénérationnelle qui consolide notre indépendance économique et financière au moment où les financements internationaux se feront de plus en plus rares dans les années à venir. Le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, a accordé à la fin de la cérémonie une interview à la presse, a tenu à rappeler que la banque commerciale éthiopienne a été présentée à Djibouti, tout comme l'Ethiopian Airlines, depuis les illustres. iyo isgaarsiin fara badan hadday tahay telecommunication hadday tahay maxaan ku dhahay train hadday tahay diyaarad haddii ay 1946 ayaa la furay Ethiopian Airlines dalkii ugu horreeyay ay tagteen halkan buu Commercial Bank of Ethiopia waxaa la furay 43 sanadku markuu ah oo magaca la oran jiray barigaas National Bank of Ethiopia كبعدنا تضباطني سديد بديب لوفري إلمان دوري سديتنكي واحدة ما ملكها كوساب سنبال لو وحدة بعد إما كان واقوان صار نقضي ده واحد بدن جناعسية إيو محن كده هداي بعي مشترك دماتيس وحوين بوتريا وكيل أبي الطبناد
إن شاء الله تعالى كواكلنا يمن دونا. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, après la fin de la cérémonie, une forte délégation de 14 administrateurs de la Banque mondiale au palais de la présidence. Le chef de l'État a souhaité tout d'abord la bienvenue à la délégation. Les discussions ont essentiellement porté sur le voie et moyen de renforcer le lien déjà existant entre la République de Djibouti et l'institution de Bretton Woods, dont notamment la création d'un partenaire et un appui dans divers domaines. Écoutons à présent la réaction du ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawale. Dans cette réunion, nous avons beaucoup parlé avec le président et les administrateurs les perspectives de la coopération et du partenariat entre Djibouti et la Banque mondiale sur les principaux piliers que notre stratégie quinquennale qui représente les mêmes priorités que la Banque mondiale pour Djibouti, notamment sur l'inclusion. C'est très important de travailler sur l'inclusion. C'est très important de travailler sur la connectivité de Djibouti et la diversification de l'économie. Et surtout, des institutions solides et à consolider ou à construire pour permettre tous ces investissements que nous avons faits puissent produire les résultats attendus par la population djiboutienne. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a quitté aujourd'hui, dimanche, en fin de matinée, le pays à destination de Mascate, la capitale du Sultanat d'Oman, où, aux côtés de nombreux chefs d'État et de gouvernement de pays de Golfe et d'ailleurs, il prendra part à l'enterrement du sultan de ce pays, feu Qaboos bin Saïd, décédé vendredi soir. Outre sa participation à la cérémonie d'inhumation du défunt dirigeant omanien, le président Guelleh mettra également à profit ses déplacements à Mascate pour présenter officiellement ses condoléances attristées et celles du gouvernement et du peuple de Djibouti aux autorités et au peuple de ces pays frères et amis. Il est à rappeler que de l'annonce du décès de feu Sultan Qaboos, le président djiboutien, M. Ismaël Omar Guelleh, s'était fendu d'un communiqué rendant hommage à la mémoire du défunt leader. Également dans l'actualité nationale, une forte délégation de 14 administrateurs de la Banque mondiale accompagnée du ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Mona Ousmane Adan, le secrétaire d'État à la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, se sont rendus hier à Obok dans le cadre du projet régional mis en œuvre par l'ADDS. Et c'est pour superviser l'exécution du projet et visiter ses réalisations à ce jour. À leur arrivée, la délégation de la Banque mondiale et les membres du gouvernement ont été accueillis par le préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Bonoïta, le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Hamed Ismail, ainsi que les parlementaires d'Obok, l'honorable Ali Hamed Hassan et l'honorable Kamil Hamed Hassan. Ensuite, la délégation s'est rendue au conseil régional d'Obok, auquel une accueil très chaleureuse était réservé à la délégation de la Banque mondiale. Une fois arrivé au conseil régional, la cérémonie a débuté par une brève présentation des projets des filets sociaux auxquels les mamans Lumière ont pu bénéficier. À la fin de la cérémonie, une remise de certificats a été octroyée aux mamans Lumière qui ont bien fait le pratique nutritionnelle et la bonne croissance de leurs enfants. Le préfet de la région d'Obok, M. Abdelmalik Mohamed Bonoïta, et le président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Hamed Ismail, se sont dit fiers et heureux d'accueillir la délégation à Obok. On l'écoute. Je vais essayer de relater les priorités de la région, tant au niveau sanitaire, tant au niveau d'impact environnemental sur le changement climatique et au niveau de protection qu'il faut réaliser pour la région d'Obok. Les maigres budgets prévisionnels de la région ont pâti parce que dans la prévision, souvent on met le budget pour la population
de la région. Ce que nous avons au niveau de l'impact environnemental que nous subissons, c'est tous les déchets et les décharges, leur consommation, ça constitue un problème pour la population et les autorités de la région. Cette région, c'est une région qui vit sous une pression. La première pression, c'est comme on l'a dit, il y a les réfugiés qui sont à Obok, ça c'est une pression. La deuxième pression que subit la ville, c'est les migrants, comme les rappellent les préfets également. Et la troisième, c'est quand même, donc il y a une sécheresse récurrente sur l'ensemble du pays et il y a eu un déplacement interne. Donc nous avons donc, à faire face donc, à trois pressions. Et donc c'est pour ça que nous présentons ce genre de projet. Moi, je vais mettre l'accent sur les ordures ménagères. Donc cette ville-là, donc, elle est vraiment submergée par les ordures ménagères. Nous avons, dans le conseil régional, donc, mis à la disposition de l'association des femmes le seul camion que nous avons pour le ramassage des ordures ménagères. C'est un camion qui n'est pas adapté aux ordures ménagères. Et le plus grand défi pour nous, c'est justement de ramasser tous les détritus qui se sont entassés dans la ville et pour lesquels on n'a pas les moyens. Donc, ce qu'on demande pour la région, c'est les équipements. C'est les équipements qui nous permettra de nettoyer la ville et de la rendre propre. Voici un extrait du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Siraj Omar Abdelkader aussi. Dans un premier temps, c'est la population haute, la notion des populations hautes. Je sais que la Banque mondiale, comme d'autres organismes, utilise beaucoup ce terme en parlant de la population qui vit autour des camps de réfugiés. La population haute est donc, selon cette définition, toute personne vivant aux alentours des camps de réfugiés. Ce qui est vrai dans certains pays qui ont une très grande superficie, des pays immenses. Mais à Djibouti, vous le savez, c'est un tout petit pays de 23 700 km². Donc cette idée, cette notion de population haute n'est plus pertinente. La population haute, en vérité, c'est toute la population djiboutienne. L'impact de la présence des réfugiés et des migrants s'est fait ressentir sur l'ensemble de la population et non pas sur une population limitée dans un espace donné qui serait aux alentours des camps. Et le deuxième point, c'est le camp des réfugiés. Cette notion est aussi différente à Djibouti, dans le sens où on ne parle plus de camps de réfugiés, mais on parle de villages d'accueil. Donc, comme tout village d'accueil, les gens peuvent y séjourner, comme ils peuvent les quitter allègrement sans être inquiétés. C'est ce qui est le cas à Djibouti. On n'a pas de camps de réfugiés. Depuis à peu près 2 ou 3 ans, ce sont des villages d'accueil qui accueillent les réfugiés. Suivons à présent un extrait du secrétariat d'État à la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis. D'abord, cette ville et cette région, dans les années 1991, c'est une ville qui a été vraiment touchée par la guerre civile. Il a été, suite à cette guerre, carrément à genoux en termes d'économie et dans tous les sens. Par la suite, comme ils sont à côté du Yémen, il y a une question de déplacés, de réfugiés, et cette charge qui s'y rajouter. Ils sont aussi sur le littoral, à la porte de la mer Rouge, et tous les migrés économiques, et quelle que soit aussi la nature de leur déplacement, que ce soit sécheresse ou autre, c'est un passage obligé, et ceci aussi, c'est une charge sur cette région. Donc, avec la complicité de cette multitude de ces facteurs, ils sont tous en difficulté. Donc, et ils ont un petit peu exprimé quelques thématiques, quelques points importants, mais d'une manière générale, c'est une région qui mérite de réfléchir sur un projet et un programme intégré qui prend en compte tous ces contextes, que ce soit l'eau, que ce soit l'éducation, que ce soit appui à la communauté haute. Donc, vraiment, c'est nécessaire de réfléchir sur un programme intégré qui leur donne une meilleure possibilité d'accès aux services. Lors du passage de migrés, le préfet et le président du conseil régional sont confrontés à beaucoup de difficultés. Tout ce qui se passe à ce corridor, ils sont les premiers à être alertés. Et d'ailleurs, je préfère préciser dans cette réunion le financement qui arrive dans le cadre de migration
ne fait pas vraiment profiter à la hauteur qu'il le faut cette région. La plupart des choses sont limitées à des ateliers, à des communications et un certain nombre de quelques renforcements. Vraiment, ne les renforcez pas vraiment à la hauteur qu'il le faut. La préfecture possède peu de moyens pour lesquels il intervienne à cette population, mais quand même, quand il y a une alerte qui arrive, avec cette même peu de moyens, il se déplace. Et c'est vraiment surtout sur cette volet qu'il mérite de réfléchir et de prendre surtout les choses dans sa globalité, non pas par des thèmes et par des facteurs. La ministre des Affaires sociales et Solidarité, Mme Mouna Ousmane Adan, s'est exprimée également à cette cérémonie de remise de certificats. Écoutons un extrait de son intervention. De la banque. Mesdames et messieurs les administrateurs de la Banque mondiale, je veux d'abord vous souhaiter la bienvenue à Djibouti d'abord et ensuite dans la région de Bok. L'essentiel maintenant, c'est que durant la visite, chaque département ministériel qui accompagne la délégation aura l'occasion de parler du secteur et surtout de parler des points positifs, des points négatifs ou les manques qui peuvent exister dans ces secteurs-là. Donc je laisserai le soin aux différents responsables qui accompagnent la délégation. De façon globale, l'idée c'est de pouvoir accompagner cette région dans les différentes difficultés ou bien différents défis qui sont posés dans cette région, surtout confrontés à des déplacements de population et à des populations réfugiées. L'ensemble des programmes de développement qui sont mis en place, que ce soit par les départements sectoriels ici présents, mais également par d'autres départements qui ne sont pas là, vont dans le même sens et vont dans le sens d'une politique générale qui est de pouvoir assouvir ou bien rendre meilleures les conditions de vie des communautés djiboutiennes et faciliter l'accès aux services sociaux de base à nos populations hautes qui arrivent dans le pays. Et ces deux populations qui vivent ensemble doivent trouver de façon équitable tous les moyens possibles pour qu'ils aient une vie décente dans le secteur où ils vivent. Djibouti a ce potentiel d'être dans une région très turbulente, avec une paix et une stabilité, et il est du devoir du gouvernement et de la population djiboutienne de veiller à ce que cette stabilité et cette paix soient maintenues et renforcer cette cohésion. Après avoir terminé la cérémonie de remise de certificats au moment lumière, la délégation de la Banque mondiale et les membres du gouvernement ont commencé la visite du terrain au centre commercial d'Obok. La délégation de la Banque mondiale ainsi que les membres du gouvernement ont visité les différents stands d'exposition de produits artisanaux ainsi les différents projets. La délégation a écouté la présentation du projet par le responsable de l'ADDS. Après avoir visité le centre commercial d'Obok, la délégation de la Banque mondiale et les membres du gouvernement se sont rendus au centre hospitalier d'Obok qui a bénéficié d'une réhabilitation et d'une extension de son espace d'urgence. Il est équipé aussi de nouveaux matériels essentiels ainsi que de consommables achetés par le projet. À titre d'exemple, la radiologie, le fauteuil dentaire, la maternité. Après avoir visité différents sites aménagés dans les hôpitaux de Dobok, la délégation de la Banque mondiale et les membres du gouvernement ont inauguré un réfectoire flambant neuf dans l'ancien site de cantine de CM Dobok. Le ministre de la décentralisation, M. Aramis, le secrétaire général du MENFOP, Mahyoub, et le responsable de la Banque mondiale ont coupé le ruban officiellement du nouveau locaux à manger pour les élèves des établissements scolaires du moyen et second degré. Dans l'actualité nationale également, la 10e Assemblée générale de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables a débuté ses travaux hier à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, avec la participation de 160 pays, dont Djibouti, représenté par le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Ghedi. Ces assises qui s'étaleront sur 2 jours visent à accélérer l'adoption des énergies renouvelables et faire avancer la transformation énergétique mondiale. Les délégués discuteront à cette occasion des questions liées à la politique, aux investissements et à la technique des énergies renouvelables. Présidé par le vice-premier ministre
Ougandais Ali Koronda, la 10e Assemblée générale de l'IRENA, prévoit également dans son agenda 3 discussions ministérielles portant sur des questions essentielles à l'accélération des ressources d'énergie durable. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre djiboutien de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Ghedi, a rappelé que Djibouti s'est engagé dans un vaste programme énergétique ambitieux qui s'inscrit dans le droit fil de la vision 2035 du gouvernement qui inspire à faire de notre pays une économie émergente. Passons à présent à l'actualité internationale. Le gouvernement d'union nationale a accepté aujourd'hui l'appel à un cessez-le-feu en Libye lancé par Moscou et Ankara quelques heures après l'annonce par leur rival, le maréchal Khalifa Haftar, de la cessation des hostilités. La suite dans ses commentaires. Plongée dans le chaos depuis 2011, la Libye est aujourd'hui déchirée entre deux autorités. Le gouvernement d'union nationale libyenne, reconnu par l'ONU, est basé à Tripoli et a un pouvoir incarné par le maréchal Haftar. Lors d'une rencontre mercredi à Istanbul, le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan avaient appelé à l'instauration d'un cessez-le-feu en Libye à partir de dimanche minuit et exhorté les belligérants à s'asseoir à la table de la négociation pour parvenir à la paix. Au moins 12 migrants ont péri dans le naufrage en mer Lyonnaise de leur bateau qui transportait une cinquantaine de personnes, ont indiqué le garde-côte grec. Le détail dans ses commentaires. Le bateau avec quelques 50 personnes à bord a coulé au large de l'île de Pacos alors qu'il tentait probablement de gagner l'Italie. 6 patrouilleurs des gardes-côtes et des hélicoptères ont été engagés dans les opérations de sauvetage selon les autorités. 4 cargos présents dans la zone participent également aux opérations. En 2019, l'Organisation internationale des migrants a recensé 1283 décès connus en Méditerranée. Au moins 19 164 migrants auraient péri dans les flots au cours des 5 dernières années. Dans des incidents séparés survenus depuis vendredi en mer Égée, quelques 73 personnes ont été sauvées, ont indiqué les gardes-côtes. C'est tout pour ce journal de 15h. On se retrouve ce soir à 22h. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti. Nouvelle offre 4G+, une nouvelle manière de consommer. Comment acheter les nouveaux forfaits? Il suffit de composer étoile 164 dièse, faire votre sélection dans le menu